Bonjour à tous et bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe Aymar pour une interview autour justement du sujet de la supply chain et en particulier de la partie forecast. Je vous propose que Philippe se présente pour commencer. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Aymar. Je dirais que je me qualifierais d'expert de la supply chain pour en avoir opéré pendant plus de 25 ans et dont 17 chez Amazon en l'occurrence, principalement en Europe. Donc, en fait, aujourd'hui, maintenant, depuis un peu plus de 2 ans, 3 ans maintenant, je fais un mixte d'enseignement d'une part de la supply chain. J'aide aussi des entreprises à travers du conseil ou du support en fait à repenser leur supply chain ou repenser leurs organisations, notamment quand ça touche à l'e-commerce ou quand ça touche à des supply chains un peu complexes. Alors, on est avec Philippe aujourd'hui pendant une demi-heure, 40 minutes ensemble pour parler de différents sujets. Vous avez ici la liste des questions. Euh, on va commencer par la première, qui est peut-être la plus importante, comme souvent en fait, Philippe, c'est le forecast. C'est quoi pour un expert supply chain tel que toi, avec 20 ans d'expérience? C'est quoi le sujet forecast? Le sujet de forecast est un petit peu la pierre angulaire en fait de la performance en supply chain. Que l'on soit dans le domaine du design de supply chain ou qu'on soit donc stratégique ou qu'on soit dans le domaine de l'exécution opérationnelle, le forecast c'est ce sur quoi on va baser l'intégralité des techniques qui seront déployées, des réseaux qui seront mis en place, que ce soit réseau de transport ou que ce soit réseau de production ou d'entreposage. En fait, c'est vraiment la pièce qui va permettre de caler, de choisir quels sont les outils en supply chain qu'on va utiliser, comment on va les imbriquer les uns dans les autres et comment ils devraient opérer pour faire face justement à ce forecast, à une certaine demande pour commencer évidemment à certains endroits géographiquement et qui vont permettre en fait de positionner les pions. Donc en fait, c'est quand ce forecast est faux ou en tout cas pas fiable, malheureusement, ça ne permet pas de mettre les bonnes pièces au bon endroit. Donc stratégiquement, quand on se fie à des forecasts non fiables, on se retrouve avec potentiellement une supply chain qui ne répond pas au final aux besoins que l'on avait, soit en termes de service, soit en termes de coûts. Mais le forecast, ce n'est pas. Alors ça, c'est du forecast long terme. Et le forecast, ce n'est pas simplement ça. Le forecast, c'est aussi de l'opérationnel. Et c'est d'avoir en fait une visibilité sur les moyens qui vont devoir être mis en face, les ressources qui vont devoir être mises en face de vente ou d'espérance de vente en l'occurrence. Et là aussi, encore une fois, et là à beaucoup plus court terme, on se retrouve avec un élément prépondérant qui va permettre à tout supply chain manager, opérationnel en l'occurrence, d'ajuster le nombre de personnes qu'il va devoir mettre dans son usine, dans son entreprise, ou le nombre de camions dont il va avoir besoin. En fait, le forecast, encore une fois, alors même si on dit souvent que le forecast est toujours faux, mais le forecast est quand même la première étape pour avoir une performance, ou en tout cas estimer la performance dans ce qu'on va devoir mettre en place pour répondre à une certaine demande. Un forecast qui est faux entraîne soit des surcoûts, notamment dans le cadre d'un forecast qui serait malheureusement beaucoup trop surestimé, soit à l'inverse, dans un forecast qui serait sous-estimé, des coûts drastiques, enfin des baisses drastiques de qualité, voire des surcoûts aussi, parce que la qualité a un coût, la mauvaise qualité a un coût, et donc on se retrouve dans des problèmes opérationnels et d'efficacité de la supply chain. Non, clairement, dans ce que tu dis, hein, Philippe, ça me fait penser à une discussion sur un projet sur lequel on intervient chez Vekia pour un logisticien. Et c'est exactement ça, hein. Il y a un niveau de tolérance par rapport au forecast, hein, par rapport à. En effet, c'est jamais parfaitement, comment dire, collé à la réalité, mais en tout cas, ça doit s'en approcher, ça doit tendre vers. Et clairement, si à un moment donné le forecast est trop bas, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir recruter trop de ressources, ça va leur impacter leur business model. Si à l'inverse, à un moment donné, il est trop faible et qu'on a sous-dimensionné, ils vont mettre évidemment moins de gens, donc le business model va être, entre guillemets, préservé, sauf que, la structure de coût plutôt,
Sauf qu'à un moment donné, en termes de pénalité ou de qualité de service délivré, vu qu'ils ne seront pas en capacité d'honorer finalement les commandes qu'ils doivent livrer, bah, ils seront également, comment dire, dans une situation, comment dire, compliquée. Donc enfin, ça me parle énormément. Ça fait plus de 20 ans, évidemment, que tu es un expert sur la partie supply chain, Philippe, et forcément, t'en as vu passer hein, des solutions, des outils. Quel est aujourd'hui un petit peu ton sentiment, là, justement, sur les 2 dernières décennies, ce qui arrive aujourd'hui, ce qui émerge un petit peu sur la partie, on va dire, un peu plus IT et process? Alors, en fait, ouais, et c'est important. Donc, il y a une partie outils IT notamment qui est importante et je vais y revenir, mais la partie aussi essentielle et clé est la partie process en l'occurrence. C'est-à-dire que même avant d'utiliser n'importe quel outil, il faut avoir une certaine organisation du process. Donc, notamment dans la partie opérationnelle, on l'appelle le SNOP, Sales and Operational Planning et qui est en fait la manière de passer dans une entreprise les informations de forecast, notamment de vente, hein, bien évidemment, d'où le nom, sales, mais aussi les informations de réapprovisionnement, d'achat, par exemple, et en fait de les organiser, de pouvoir les passer aux différentes unités opérationnelles de l'entreprise, une usine pour faire un plan de production, un entrepôt pour les plans d'expédition, un réseau de transport pour mettre en place des moyens de transport. Et donc, en fait, cette partie-là déjà est assez essentielle. Ensuite, évidemment, quand on a mis en place ce process, et comme tu viens de le rappeler, à travers les années, on voit que les outils ont énormément évolué pour que ces informations circulent, en fait, énormément. Moi, quand j'ai commencé, pour prendre l'exemple chez Amazon, et même jusqu'en 2004-2005, en fait, on n'avait pas de SNOP en tant que tel. Hein. On avait des forecasts, évidemment, on travaillait avec des chiffres, et on l'a organisé. Alors, on a organisé un moyen de mettre en place la collecte de ces informations, bien évidemment, et au fur et à mesure, effectivement, la redistribution de ces informations, parce que, bien évidemment, quand on se retrouve c'est bien d'avoir un forecast de vente sur une partie géographique, mais on savoir plusieurs unités qui opèrent dans cette zone géographique. Il faut aussi savoir comment ces unités vont interagir et planifier l'interaction de ces unités pour qu'elles aussi puissent planifier leurs ressources. Et en l'occurrence, on avait commencé par Excel, tout simplement, hein, comme outil de base. Et évidemment, Excel s'est montré très, très vite limité de par le nombre de données qui étaient utilisées d'une part, et d'autre part, la complexité de ce réseau logistique et éventuellement des ajustements et des interactions qui devaient être faites. Donc, en l'occurrence, pour cette part, en fait, on a bougé évidemment d'un système Excel basique tableur sur des systèmes de database intégrés avec des interfaces utilisateurs web et des choses sur lesquelles on peut instantanément, d'une part, échanger des informations avec énormément de participants dans l'entreprise, hein, que ce soit dans les opérations, mais en dehors des opérations de nature, et aussi des outils qui permettent de processer ces informations rapidement d'une part, et avec une certaine flexibilité et une opportunité même de modeler, c'est-à-dire de pouvoir retourner, de faire tourner les scénarios pour comprendre quelle peut être la meilleure allocation de business dans le réseau et deuxièmement de ressources de ce réseau pour répondre à ce business. Donc en fait, effectivement, une évolution qui s'est faite. Alors sur le principe de SNOP, pas forcément, parce que ce process est assez solide, on va dire en général, et je dirais n'a peut-être pas encore évolué vraiment, mais vraiment par contre dans les outils, oui, là, drastiquement, grâce à l'arrivée du cloud, clairement, hein, même chez Amazon, hein, et de tous ces aspects en fait d'utilisation de cloud computing aussi, c'est un cloud pas seulement en tant que base de données, mais du cloud computing qui permet de processer ces données-là rapidement avec de la puissance et de leur permettre d'étudier plusieurs scénarios en l'occurrence. Tu vois, dans ce que tu dis et que je trouve dans ce que tu dis, ce que je trouve hyper intéressant, je parlais pas plus tard que ce matin en fait avec un retailer qui est équipé évidemment de certains types de solutions sur la partie order management, etc. Mais où on s'aperçoit finalement que Excel est toujours présent, mais qu'à partir du moment où tu as un process en effet humain
qui interagit à peu près correctement, tu arrives à délivrer, cette entreprise elle est en croissance. Hein. Voilà. Après là, ils veulent passer évidemment un stade supplémentaire dans le cadre de leur migration cloud, avec ce que tu évidemment induis, et forcément chez Amazon, tu étais bien placé pour la partie de pouvoir ingérer des datas rapidement et de pouvoir les repartager. Mais voilà, c'est clair qu'on s'aperçoit que la partie humaine, la partie même Excel, a œuvré et finalement continue encore d'œuvrer dans beaucoup d'organisations et que voilà, il y a des choses à faire. Je trouve que ce que tu disais aussi, c'est une super transition pour la question numéro 3. Alors, je ne vais pas dire qu'on ne l'a pas préparé, on l'a préparé évidemment avec Philippe, mais clairement, je pense qu'on a parlé là des interactions entre la partie prévision et la partie métier, et tu as déjà traité le sujet. J'ai envie de dire, comment ça se passait, comment tu le vois toi-même en tant qu'expert dans tes relations avec tes clients, avec la partie également DAF, la partie IT, comment ça se passe un peu plus loin sur la partie métier, je veux dire, évidemment, je pense que tu l'as décrit, mais sur les autres fonctions même de l'entreprise, comment tu le perçois? Cette dimension forecast, justement, comment elle est perçue chez des gens de l'IT, la partie DAF? L'IT, en fait, n'est pas proprement acteur dans le process de SNOP ou de forecast. L'IT va évidemment venir s'insérer comme outil clé. Hein. Je viens de le mentionner sur la partie gestion des données, hein, tout simplement, et systèmes qui vont permettre ces échanges de données, voire ces calculs qui permettront de faire un forecast et surtout de l'utiliser après. Et en fait, dans les autres acteurs de l'entreprise, et ça c'est assez important parce que, et je pense que c'est bien articulé dans la notion de SNOP, en disant Sales and Operational Planning, parce qu'en fait, les chiffres ne sont pas des choses qui sont fabriquées ou faites nécessairement par les gens de la supply chain et les gens des opérations. Les gens des opérations sont là pour répondre à ce forecast et mettre des moyens en face. Alors évidemment, ils ont d'une part ils collectent auprès, alors dépendant des organisations, ça peut être des services marketing, des services vente, du service finance, d'une entreprise, collectent des forecasts, des chiffres, une demande, une prévision de demande qu'ils vont transformer en d'une part, ce qui doit être acheté à des fournisseurs, évidemment, dans le cadre de la production aussi, et de quand ça va arriver, et ils vont aussi le transformer, évidemment, dans ce qui se devra être expédié au client final, qui est là, effectivement, la vente en tant que telle. Et donc, en fait, on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, on essaye de faire s'asseoir à la même table, évidemment, les gens des ventes ou de la finance ou de la finance, et les gens, effectivement, les équipes opérationnelles de production, de logistique d'entreposage et de transport, en l'occurrence. Ok, Philippe. Alors justement, peut-être pour continuer, aujourd'hui, quand tu accompagnes des organisations, des grandes entreprises qui souhaitent redesigner leur supply chain ou qui souhaitent, comment dire, l'étendre à l'occasion d'une fusion, d'une acquisition, aussi d'un mouvement vers le e-commerce, hein, on voit que c'est souvent quelque chose qui est important dans la partie redesign. Est-ce que la partie forecast, elle est vraiment le sujet qui vient en numéro un, où les organisations, en fait, elles considèrent, OK, c'est bien, j'ai quand même un historique, j'ai envie de partir dessus, ou vraiment c'est une priorité dans la façon d'appréhender des nouveaux business ou de se transformer? On parle beaucoup de transformation digitale. Est-ce que c'est vraiment un point de départ, selon toi, cette perception, la perception qu'ils ont du forecast, ou ça vient quand même en étape numéro 2? Non, ouais, alors d'une part, ça dépend des organisations et de l'état de maturité de l'organisation, essentiellement, et aussi, il est dur de dire que ça vient en numéro 1, en numéro 2. Comme je disais en préambule tout à l'heure sur la première question, le forecast, effectivement, est une base à la construction, donc il est nécessaire. Donc, en fait, il y a les deux cas de figure. Il y a des entreprises qui se rendent pas compte à quel point il faut investir un petit peu, ou en tout cas passer du temps sur le forecast avant même de commencer à penser combien d'entrepôts, quel type d'entrepôt, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'entrepôt, ou usine d'ailleurs. Hein. Et donc en fait, il y a des entreprises sur lesquelles il faut ramener ce sujet et le mettre en avant pour bien que les gens comprennent son importance. Par contre, il y a des entreprises sur lesquelles il est moins important. Il y a, tu le disais tout à l'heure, il y a des entreprises qui ont des business et des business models qui sont moins sujets à variation, qui ont énormément d'historique
qui ont peu de variations à venir, soit peu de croissance, soit une croissance relativement maîtrisée, avec peu de saisonnalité, donc l'impact sera relativement moindre. Mais il est quand même important de partir du forecast, bien évidemment, parce que cette nécessité d'avoir un forecast, je dirais, de passer du temps sur le forecast parce qu'il peut y avoir beaucoup de variations. Ce qui est super important, et je vais quand même mettre ce point parce qu'on n'en a pas encore parlé, il y a quand même deux niveaux de forecast en fait. Il y a effectivement un forecast qu'on veut utiliser dans un plan opérationnel stratégique et un forecast opérationnel de tous les jours. Sur le forecast stratégique, ce qu'on va essayer de faire justement, c'est de travailler avec des chiffres et des ordres de grandeur ou de flexibilité qui permettent, parce qu'on sait qu'un forecast à 5 ans va être extrêmement mauvais, même si on intègre un maximum dans l'entreprise d'éléments. Donc, on va essayer de travailler pour y répondre avec des scénarios ou en tout cas donc si on est à plus X, si on est à plus Y, voilà ce que ça va donner, ce que ça peut changer. Alors qu'à l'inverse, opérationnellement, là, on va essayer de travailler avec un chiffre relativement plus petit et on va essayer d'ajuster vraiment cette supply chain à ce chiffre. Donc, en fait, par rapport, et vraiment pour revenir sur ta question de ce que moi je peux trouver, en fait, ça dépend à quel point j'interviens. J'ai vu des entreprises, effectivement, sûrement exactement de la même manière que le client de Vekia dont tu parlais tout à l'heure, ou qui a besoin d'une vraie une très bonne accuracy, désolé, je ne trouve pas le mot, exactitude de forecast pour planifier ses besoins au jour le jour ou à la semaine. Et j'en ai rencontré aussi des gens qui ont ce manque de coordination d'un planning court terme qui malheureusement ne leur permet pas d'être efficace, que ce soit au niveau qualitatif ou coût, pour opérer au jour le jour. Et il y a des entreprises sur lesquelles je dirais, le forecast est plus facile à mettre en place et par contre, dans le sens à long terme, mais encore une fois, c'est la clé, mais on n'a pas trop de temps à y passer nécessairement. Par contre, il faut les amener à réfléchir sur la manière d'appréhender ce forecast dans le temps et forcer à mettre des chiffres, encore une fois, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a des entreprises qui pensent que qui n'intègrent pas forcément des éléments futurs de ce qu'ils feront, parler d'acquisition, extension de business, réduction de business, dans une prévision de volume et qui fait que on forecast, on fait un petit peu la même chose que l'historique, sans trop mettre d'intelligence ou on ne l'enrichit pas et on se retrouve avec des prévisions qui sont juste un peu l'extension de l'historique, mais qui vont se retrouver fondamentalement fausses à 2, 3, 5 ans en l'occurrence. J'ai envie de changer un peu la question numéro 5, parce que je pense que tu l'as déjà, abordé. Tu es non seulement évidemment un board advisor et un expert justement auprès des organisations, tu es aussi, comme tu le disais, un enseignant. Comment tu perçois le sujet justement forecast en fonction des générations? Est-ce que tu sens que les nouvelles générations sont mieux formées, celles qui arrivent justement dans leur métier de la supply chain, qu'elles ont envie d'intégrer justement le sujet data, le sujet, comment dire, prévision, peut-être le sujet également IA, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Est-ce que tu vois, deux cultures en fait qui se mettent en place? Alors, non, dur à dire en fait, parce que la partie effectivement universitaire que je fais, que ce soit sur des masters ou des MBA, en fait, moi je leur apporte. Par contre, même sur une notion MBA, alors ça rejoindra quand même un peu ce que tu dis. Maintenant, j'ai du mal à estimer quelle est la pénétration de ce que je leur enseigne et ce qu'il en restera dans leur vie professionnelle, évidemment. Mais faut que tu fasses un forecast là-dessus. Mais ouais, mais c'est difficile d'estimer ce qu'il en restera, mais même sur des MBA, par exemple, sur des programmes MBA auxquels j'enseigne, qui ne sont pas des spécialistes de la supply chain, évidemment, maintenant, ils ont des modules Operation Management, Supply Chain. Alors, ça ne représente évidemment pas une grosse partie, mais qui peuvent être de 2, 3 jours, dépendant des programmes. Et sur ces programmes-là, moi, je garde, alors il y a beaucoup de choses à dire sur la supply chain, évidemment, mais je maintiens une partie forecast. Pour justement apporter, même pour des gens qui ne vont pas être des gens qui opèrent la supply chain, qui seront des dirigeants d'entreprise, des gens dans la finance plus ou dans la vente, mais pour leur imprimer déjà quand même et leur expliquer l'incidence de cette notion de forecast sur justement les parties opérationnelles sur lesquelles ils vont se reposer dans leur entreprise. Et en fait, sur tous les cours, en fait, et quel que soit le nombre d'heures que j'enseigne et quelles que soient les spécialités, moi, je garde effectivement une partie forecast
et SNOP en l'occurrence, hein, je l'associe, pour expliquer aux gens, voilà pourquoi c'est important et pourquoi ils doivent s'inclure dans ce process quand ils seront dans le monde de l'entreprise, que ça soit évident. Alors certains rejoindront la supply chain d'ailleurs, et c'est très bien, mais même pour ceux qui ne la rejoindront pas, qu'ils aient cette conscience et de la pertinence d'un forecast et de l'impact que ça peut avoir sur la performance d'une entreprise en général. Donc en fait, j'espère j'espère que maintenant que ces sujets de supply chain sont amenés à des groupes plus larges que des gens purement logistiques, je pense qu'il y aura effectivement un développement de la conscience de l'importance du forecast dans la vie d'une entreprise et son efficacité, au-delà simplement évidemment de la partie budgétaire, parce que si on veut parler forecast, bien évidemment, on parlera de toutes les entreprises font des forecasts, font un budget annuel, voire un budget sur plusieurs années, mais au moins un budget annuel, c'est la base de toute entreprise, et là je suis sûr que c'est très répandu. Mais en tout cas, sur cet aspect-là, je pense qu'on est en train, en apportant des éléments de supply chain sur des diplômes plus larges, on est en train d'amener effectivement une conscience du forecast. Maintenant, après, dans le monde de l'entreprise, c'est plus difficile à juger, très honnêtement. Je pense que c'est vraiment, vraiment lié d'une part, la culture de l'entreprise, deux, un peu aussi la culture des gens qui font partie des équipes opérationnelles de cette entreprise et qui très rapidement, évidemment, comprennent l'importance ou qui sont un petit peu plus distants parce qu'ils n'ont jamais été confrontés justement à des problèmes de forecast. Et le forecast, encore une fois, ce qui est aussi important et ce pourquoi j'ai été sensibilisé, quand vous êtes dans une activité où la réactivité demandée est très forte, la prévisibilité est très basse, bien évidemment, le forecast a son hyper importance, même si effectivement le forecast subit de grandes variations. Mais parce que il vous apprend des mécanismes en fait à revoir à des cycles très courts, des plans opérationnels pour s'ajuster justement à un changement de trend dans le business. Alors que dans des entreprises qui n'ont pas ce process, il y a des changements de trend qui s'opèrent, parce que les changements de trend sont indépendants du forecast, s'opèrent par rapport au business. Et malheureusement, une équipe ou une organisation opérationnelle ou supply chain qui est incapable de répondre en fait rapidement parce que ils en subissent les conséquences plus que de les anticipent en regardant justement ce qui pourrait arriver et ils les subissent en voyant ce qui arrive et en se disant on ne nous avait pas prévu. Moi, ce que je vois, tu vois, de notre côté, quand on parle avec certains typologies de clients, c'est notamment ceux qui avaient une activité un petit peu traditionnelle de production, distribution, avec des gens qui connaissaient, alors ça peut être des centrales d'achat, ça peut être des distributeurs spécialisés, qui ont lancé leur partie e-commerce. Donc déjà, voilà, il y a déjà une sorte de premier inconnu, un premier contact, et surtout énormément de data. Énormément de data. Donc ils se disent à un moment donné qu'il y a un potentiel en fait aussi d'exploitation de ces données, parce que les distributeurs ne sont pas non plus toujours des gens qui renvoient de l'information sur les états de stock ou de consommation. Et le deuxième sujet dans cette partie un petit peu e-commerce, c'est à partir du moment également où ils sont distribués par des marketplaces. Alors là, ça change encore, la donne. Ils récupèrent encore plus de data et en même temps, il y a des éléments de non-prévision. Ils ont une organisation classique et là, c'est vraiment ce que je vois, c'est que beaucoup d'entreprises qui traditionnellement, peut-être même ces 10 dernières années, donc on est quand même au début des années 2000, mais qui ont pu passer à côté de cette exigence de forecast un peu plus précis, un peu plus quotidien, parce que comme tu le dis, la partie forecast finalement annuelle, elle peut exister sous différentes formes, mais on sent que l'exigence et la possibilité, parce que l'exigence c'est bien, mais la possibilité justement de pouvoir faire mieux parce que j'ai plus de data et que ça va en plus m'aider, elle apparaît aussi avec finalement une forme de digitalisation des ventes et de la distribution. J'ai observé ça, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Non, mais il y a une vraie l'accélération du commerce, on va l'appeler comme ça, ou pas e-commerce, mais du commerce en général. Le fait que le besoin d'adaptabilité, le besoin de répondre rapidement à un besoin client changeant rapidement, le besoin de personnalisation aussi est aussi une tendance forte du commerce, fait que, oui, effectivement, les gens se rendent compte que s'ils n'ont pas les outils ou s'ils n'ont pas, en tout cas, mis à un moment sur poser ce qu'ils pensaient faire, il devient encore plus difficile de changer le plan, en l'occurrence. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment quel plan on a en face de quelle demande ou quelle réponse, en fait, on fait à un besoin. Parce qu'on n'a pas bien identifié le besoin. Alors, forcément, tu as de l'expérience, et ça, je trouve ça toujours intéressant comme question à poser, Philippe, c'est
est-ce que tu as des anecdotes justement sur ces sujets de forecast? Est-ce que tu as vu des choses qui étaient, comment dire, un peu décalées, un peu amusantes, un peu impressionnantes, des choses qui font sourire, des choses qui peuvent parfois aussi qui peuvent aussi faire pleurer? Qu'est-ce que tu as vu dans ton parcours jusqu'à présent voilà, les deux, trois trucs qui t'ont vraiment marqué autour de ce sujet-là? Bah, l'une des choses qui est assez importante, et ça revient à ce que je disais au début, mais c'est vrai, c'est combien de fois j'ai entendu un manager opérationnel me dire, bah, si j'avais su, on n'aurait pas fait ça. Tu vois, et alors c'est bête, hein, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de théorie de technique en supply chain, etc. Mais au final, il n'y a pas meilleur opérateur ou supply chain opérationnel qu'une supply chain qui a été taillée et qui répond à une demande qui a été comprise et qui se passe, en l'occurrence, donc un forecast qui était bon. Donc en fait, c'est une des choses essentielles, mais et pourquoi c'est une anecdote? Parce que évidemment, c'est instinctif en fait, et puis ça dépasse le cas de la supply chain. Si on avait su, bah, on n'aurait pas fait ça ou on aurait fait mieux. Et donc évidemment, on se rend bien compte que la clé, c'est que si on savait, on arriverait évidemment à faire mieux. Donc ça coule de source de passer du temps à essayer de savoir, en l'occurrence. Donc ça, c'est une des choses. Alors, c'est pas une anecdote bien précise sur une entreprise, mais sur sur ma carrière, en l'occurrence, beaucoup de fois, il y a des gens, à n'importe quel niveau d'ailleurs, hein, ce n'est pas réservé qu'à des hauts ou à des bas niveaux, mais les gens se sont plaints à posteriori du manque de connaissances qui leur a pas permis d'opérer au niveau voulu. Pour un exemple d'une autre manière sur la partie forecast, je l'ai un peu éludé tout à l'heure avec Amazon, mais en fait, souvent on se dit, oui, on aimerait bien avoir l'outil qui est super, qui est web-based, qui a l'intelligence artificielle, etc., parce que c'est fun, parce que c'est du buzzword, parce qu'on aime ça, parce qu'on se dit, bah ouais, c'est pas mal, on va voir son patron, etc., son comité de direction, et dire, ah, bah, on a mis en place. Et malheureusement, faut se détourner de ça, en fait, par rapport au fait, ou pas se détourner de ces outils, mais de se dire qu'en fait, on n'utilise pas ces outils pour faire du buzzword. Ça sert à rien. Alors, certains, et c'est vrai, n'ont pas forcément besoin de ces outils pour performer une supply chain. Néanmoins, avec tout ce qu'on vient de dire et les contraintes qui arrivent dans beaucoup d'organisations, en fait, moi, je ramène ça à cette anecdote qu'on a eue chez Amazon, en l'occurrence, en 2000, je crois que c'est 2008-2009, hein, et encore là, donc c'est à peine 10 ans, un peu plus de 10 ans, en fait, on avait l'intégralité de nos process de forecast qui était encore sur Excel. Donc on a dû tourner autour des 2000 pour basculer sur des outils un peu plus compétents et plus larges. Et en fait, on se retrouvait avec un système où donc l'équipe en l'occurrence de forecasting et de SNOP Europe était sous ma responsabilité. Et l'équipe vient me voir et me dire, Philippe, on a un énorme problème, on n'arrive plus à faire tourner les forecasts parce que Excel plante. Donc en fait, quand on est en train de refaire alors c'était pour du forecast pas opérationnel, mais du forecast un petit peu plus long, annuel ou plusieurs mois annuels, il m'a dit on a tellement de données et la complexité et l'implication de fichiers, c'est qu'on lance, alors on remplit tout, on vérifie 100 fois que les chiffres sont les bons, qu'on n'a pas fait d'erreur. Quand on lance le refresh d'Excel, en fait, on le lance à 17-18 heures et à 4-5 heures du matin, il est encore en train de tourner. Et une fois de temps en temps, à 3 heures du matin, il a planté, tout est recommencé. Donc, les Miss Philippe, il va falloir qu'on investisse, c'est pas possible, il nous faut des outils, on ne peut pas continuer. Et donc, la première solution, alors là, on a commencé à aller voir chez Amazon, tous les outils sont internes, donc on a au niveau supply chain worldwide, on a commencé à remonter en disant, les gars, il faut absolument qu'on travaille sur un outil de SNOP et donc de forecast de demand et de planning, parce que là, Excel est au bout du rouleau, on est sur les dernières années de pouvoir tourner avec quelque chose d'aussi basique. Donc en fait, on a lancé en parallèle ça, et d'un autre côté, en fait, moi je me suis amusé à acheter des ordinateurs, alors c'est assez marrant, et en fait, on avait acheté quelques PC, littéralement, mais boostés, des gros PC, avec énormément de mémoire. C'est un cluster, en fait. Ouais, exactement, parce qu'il fallait répondre très rapidement, il fallait sortir les plannings et sortir le forecast.
Donc, et on ne pouvait pas attendre que les développeurs software se mettent à nous développer une application. Donc, en fait, on a eu une petite séance intermédiaire. L'année, ouais, les alentours, fin des années 2010, enfin, non, fin des années 2000, on va dire, 2009, 2000, 2009, 2010, où en fait, on avait été acheté, on avait commandé spécialement des PC qui étaient surboostés, qui étaient dédiés à ça. Et qui permettait en tout cas de réduire le temps de travail d'Excel et d'avoir une plus grosse stabilité. Donc en fait, on ne s'est pas tourné vers les databases, on ne s'est pas tourné vers le cloud et après l'IA parce que c'était du buzzword, c'était bien, c'était super. C'était une réelle nécessité. Il n'y avait pas d'autre solution à terme parce que le réseau devenait très complexe et le nombre de données à échanger et à partager devenait phénoménal. Donc en fait, c'est un peu, moi je l'ai toujours regardé parce que beaucoup de gens me disent oui, mais chez Amazon, vous avez toute la technologie. La technologie, on l'a développée par besoin, non pas par fanatisme technologique, comme on va dire. Alors Amazon est très porté sur l'innovation, mais néanmoins, ça répondait absolument à un besoin. Donc en fait, quand les gens me disent aujourd'hui oui, ça marche sur Excel, je leur dis peut-être, et ça peut encore marcher sur Excel. Malheureusement, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez faire tourner plein de scénarios, si vous voulez faire en sorte que, ici, il y avait 10% de plus de ventes dans l'échéance de 2-3 ans, qu'est-ce qui se passerait? Excel va devenir beaucoup plus lent, beaucoup moins fiable et évidemment va être potentiellement un frein à opérer ces différents scénarios. Donc en fait, c'est une anecdote réelle, mais que je réutilise souvent en me disant aux gens, mais pensez pas que oui, Excel peut faire le travail, mais pensez pas et ne faites pas néanmoins de l'IA pour vous faire plaisir, parce que ça va faire plaisir au COMEX. Essayez de réfléchir réellement comment ces nouvelles technologies peuvent vous apporter une amélioration qui résultera une amélioration opérationnelle chez vous, c'est-à-dire d'avoir effectivement un forecast plus adéquat ou avoir étudié des scénarios qui vous permettent de prendre des bonnes décisions justement pour mettre en place des ressources, que ce soit moyen terme, que ce soit court terme. Ah bah, merci beaucoup Philippe, je pense que c'est très clair. Finalement, ça répond aussi un petit peu à quel est le futur du forecast en quelques mots, parce que je pense qu'il faut, comme tu le dis, à la fois allier pragmatisme, ne pas oublier qu'on sert des organisations humaines et de la performance, mais également qu'on doit prendre en compte les grands mouvements de fond qui se font avec la démultiplication des data. Alors, je pense que, évidemment, si vous suivez ce webinaire avec nous, c'est que vous connaissez un petit peu comment dire Vecchia, qui est justement une solution cloud qui permet de pouvoir optimiser la partie forecast en proposant du forecast probabiliste, donc en allant encore un peu plus loin justement dans cette notion de scénario qu'évoquait Philippe tout à l'heure, pour pouvoir réagir rapidement. Avec évidemment, toujours pareil, la prise en compte du fait qu'il y a tellement de data. Il y a tellement de data qui existent aujourd'hui dans les organisations. On sait très bien que les data ne sont pas toujours qualitatives. Parfois, il y a des trous dans la raquette. Je pense que tu l'as toujours vu, Philippe, et tu continues de le voir. Et moi, je l'ai vu, quels que soient les postes que j'ai occupés dans ma carrière, quelle que soit l'organisation, banque, finance, telco ou comment dire, start-up. Les organisations ont des trous, toutes les données ne sont pas ultra fiables. Et clairement, c'est un élément important de pouvoir faire des corrélations pour faire du bon forecast, mais c'est important de pouvoir avoir des datas pour faire ça. Et clairement, c'est ce que propose évidemment des cas aujourd'hui. Nous, j'ai envie de dire, dans notre vision, comment dire, de l'intelligence artificielle, on propose une technologie qui est mature, dans le sens où elle a déjà été éprouvée, tu l'as vu, tu nous connais un petit peu Philippe aussi, Tout à fait. la partie de nos références. C'est pas pour se faire plaisir. On le fait parce qu'il y a plein de data à gérer, qu'à un moment donné, les humains sont dépassés et que Excel, comment dire, est vraiment un outil formidable. Et je pense qu'on ne le dira jamais assez. Ça a quand même servi le business pendant tellement d'années. Franchement, il y a peu de softs qui ont eu autant d'impact, je pense, dans le monde que celui-ci. Mais à un moment donné, voilà, il y a des plafonds de verre qui ne peuvent être atteints pour faire du forecast, comment dire, de façon pertinente, qu'avec des solutions qui sont capables de traiter énormément de data. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on avait fait le mouvement sur la partie Azure Cloud, puisqu'on est hébergé chez Microsoft Azure. C'est pour pouvoir avoir deux choses, du stockage entre guillemets sans limite, pour pouvoir faire justement du prévisionnel, comme tu le disais, à intraday, intra-week, mais également à un moment donné, aller beaucoup plus loin, regarder ce qui va se passer, donner de la visibilité aux fournisseurs sur plusieurs mois, parce que parfois il y a des produits qui mettent 3-4 mois à venir, qui mettent 5-6 mois à être produits, et il faut pouvoir anticiper ça dans toute la chaîne pour pouvoir servir correctement, non seulement ses clients, mais également sa propre performance. Et puis évidemment, le fait d'avoir de la puissance de calcul, de faire de l'IA et faire des stats
Tu le disais tout à l'heure quand tu avais pris justement finalement des PC, que tu avais créé ton propre cluster pour avoir de la puissance de calcul avant que tes services internes chez Amazon puissent te développer ta bonne solution et parfaitement scalable, j'imagine, et qui permettent d'adresser tout ça. Il faut de la puissance de calcul, c'est des maths, hein, c'est des probas, c'est des maths. Et clairement, le fait de pouvoir avoir d'être sur un cloud permet d'accéder à cette puissance-là. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un élément qui est important. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut être pragmatique, hein. Soyez toujours pareil, centré sur votre comment dire, organisation, sur vos process. Philippe l'a rappelé avec la partie SNOP, c'est évidemment super important. Il y a des outils qui correspondent à certains niveaux de maturité. Clairement, on peut vous accompagner chez VK par rapport à des contraintes que vous pouvez avoir de difficultés d'avancer. En tout cas, c'est pas que de l'innovation, c'est vraiment comment dire en production. Et je pense qu'on a dépassé aujourd'hui la dimension juste buzz qui pouvait comment dire exister, qui existe peut-être encore chez certains éditeurs, mais voilà, c'est aussi opérationnel, c'est aussi une réalité qu'on peut comment dire traiter, qu'on peut traiter aujourd'hui. Juste peut-être aussi un point parce que je crois que tu le disais tout à l'heure, Philippe, il y a aussi des échelles de temps. Il faut toujours aller vite, Tout à fait. faire la preuve. Faut réussir à un moment donné aussi à faire la différence et à prouver à son COMEX. Et puis même pour soi, pour se rassurer, est-ce que je choisis la bonne solution pour ma partie forecast, pour améliorer? Clairement, nous, chez VK, en fait, on a fait notre contribution un petit peu à tout ça. C'est que nous, on met une démarche de pilote en 5 mois. 2 mois de data intégration, parce qu'on va pas se mentir, il y a toujours un sujet de data intégration. Pour un moment donné, nettoyer les données, faire en sorte que ce soit propre, faire en sorte qu'à un moment donné, justement, on puisse les exploiter au maximum pour que ce soit pertinent pour la suite. On met ça en production et ensuite, pendant 3 mois, plus évidemment, on fait de la B-testing. On vérifie à un moment donné un périmètre qui est confié avec justement du forecast intelligent par VK versus une organisation qui existait avant et on compare. En 5 mois, le directeur supply chain, la directrice supply chain, le COMEX, il sait si c'est positif ou pas, si ça apporte de la valeur. En même temps, on va être honnête, si on lance un pilote avec nous, c'est que derrière, entre guillemets, généralement, on transforme. Mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'à un moment donné, on peut être pragmatique, même quand on utilise, comment dire, de la haute technologie, j'ai envie de dire. Mais vraiment, on peut être pragmatique et c'est vraiment, dans ce qu'a rappelé, comment dire, Philippe pendant toute cette interview, c'est cette importance de rester, comment dire, opérationnel, de rester, comment dire, auprès des gens. Est-ce que tu veux rajouter un dernier point, peut-être, avant de nous laisser D'accord. Ouais, la dernière, je dirais, c'est le fait que le forecast est toujours faux. C'est ce que j'aimais répéter, quel que soit mes jobs d'ailleurs, aux gens qui étaient en dessous de moi et qui allaient l'utiliser, ce forecast. Et donc, c'est d'autant plus important d'avoir la capacité de changer ce forecast et d'interpréter ce forecast avec une certaine variabilité. C'est-à-dire que on le sait, le niveau d'agrégation d'un forecast, l'horizon d'un forecast impact sur sa fiabilité, clairement. Et plus on est agrégé et plus on est court terme, meilleur il est. Et inversement, plus il est désagrégé, on planifie plein de petites unités à droite à gauche opérationnelles et long terme, il devient faux. Et donc oui, c'est vrai, gardons ça en tête que le forecast est toujours faux. Maintenant, l'avoir le moins faux possible et l'impact d'un faux forecast, c'est-à-dire avoir eu des scénarios potentiels de différents forecasts, aide beaucoup plus facilement à réagir opérationnellement que d'avoir un chiffre qui, il y a de fortes chances, soit faux, in fine, et qui, si on se limite à se dire, bah oui, mais vous avez dit qu'il y aurait ça, il n'y a pas eu ça. Malheureusement, on n'est pas forcément un bon manager en supply chain ou en opération, parce qu'une grande partie des qualités des managers opérationnels en supply chain est justement de pouvoir anticiper les variations de forecast et d'avoir déjà pensé comment s'y préparer. Et là, c'est là où on revient effectivement aux outils. C'est bien de le faire et de le faire de manière opérationnelle, mais évidemment, quand on a des outils qui permettent justement de créer des scénarios, des outils qui permettent de créer des impacts de variations, et ben ça permet d'avoir une supply chain beaucoup plus agile et beaucoup plus réactive et au final beaucoup plus optimisée parce que manageant des coûts de bien meilleure manière avec des taux de service et de qualité bien meilleure. Merci beaucoup Philippe pour cet échange. Évidemment, si vous souhaitez comment dire poser des questions à Philippe, vous faire accompagner, n'hésitez pas. Je pense qu'il répondra positivement avec plaisir.
Et évidemment, si vous avez des velléités et la volonté de pouvoir programmer finalement même, vous avez forecasté votre volonté d'améliorer votre forecast, Vekia évidemment sera là avec son équipe et sa solution et ses partenaires pour pouvoir adresser votre besoin. Merci à tous, Philippe, c'était vraiment un plaisir. Au revoir. Merci Fabien, c'est un plaisir aussi. Au revoir.